Si vous êtes cadre ou dirigeant et que depuis des mois, parfois des années, vous vous répétez « je réfléchis à mes options », alors cette vidéo est pour vous. Si vous vous dites « je réfléchis à mes options », je regarde un peu le marché, je ne ferme aucune porte, je garde ça dans un coin de ma tête ou encore ce n'est pas le bon moment, mais j'y pense. Si cette phrase tourne en boucle dans votre esprit, sans qu'aucune décision concrète ne soit prise, alors vous n'êtes pas en réflexion. Vous êtes dans une zone grise. Et c'est exactement de cette zone dont nous allons parler. Je m'appelle Amalric, je suis expert en négociation de départ, certifié à Harvard et fondateur de Rupture Pro. Depuis des années, j'accompagne des cadres et dirigeants qui sont précisément dans cette phase. Je réfléchis à mes options. Et je peux vous dire une chose, ce moment est décisif. Parce que selon la manière dont vous le gérez, soit vous reprenez le contrôle, soit vous laissez les années passer. Dans cette vidéo, nous allons faire 3 choses. D'abord, reconnaître votre douleur réelle, celle que vous avez peut-être normalisée. Ensuite, analyser ce que signifie vraiment « je réfléchis à mes options ». Et enfin, parler de décision, d'anticipation et de fenêtre d'opportunité, parce qu'en négociation, le timing ne se subit pas, il se provoque. Alors l'objectif n'est pas de vous pousser à partir, l'objectif est de vous sortir de l'immobilisme invisible. Voici la vérité centrale. Je réfléchis à mes options est souvent une manière élégante de retarder une décision inconfortable. Et tant que vous restez dans les réflexions abstraites, vous avez l'illusion d'avancer. Mais rien ne change. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Quand on y réfléchit bien, et quand on fait bien son boulot, vous n'êtes pas à l'origine de cette situation. Vous avez mouillé le maillot, vous avez donné de votre personne, de votre temps, de votre énergie, vous n'avez pas compté vos heures, et certains me disent, eh bien, j'ai les couleurs du maillot après 20 ans de bon loyal service, mais aujourd'hui, le compte n'y est plus. Alors, comment vous situez-vous aujourd'hui? Peut-être que vous êtes dans l'une de ces situations. Je souhaite quitter mon entreprise. Je ne veux pas partir sans rien. Je ne peux pas me permettre de quitter mon entreprise sans parachute. Je veux partir proprement. Je cherche une porte de sortie. Je veux assurer mes arrières ou je ne veux pas démissionner. Ou encore simplement, je ne m'y retrouve plus. Et ce que j'entends tous les jours, après des centaines d'accompagnements, les mêmes phrases reviennent. Toujours. L'ennui, c'est en gros que la boucle est bouclée. La première chose, c'est ça. Vous vous dites, j'ai fait mon temps, j'ai bouclé la boucle, je végète, ou je m'y retrouve plus. Voilà. Vous avez réussi les plus gros challenges, il n'y a plus d'enjeu. Donc ça ronronne. Et la fatigue du ronron, forcément, à la fin, on arrive à la lassitude. Vous pouvez vous dire, voilà, j'ai 16 ans de boutique, je suis investi, ça fait des années que corps et âme, je me donne dans cette boîte. Vous avez connu bien des réorganisations, des plans de transformation, des changements de leadership, et parfois vous me dites aussi, mon directeur a été débarqué, ou alors mes N+1 m'ont lâché comme une vieille chaussette. Donc ça use. Ensuite vient le non-alignement. C'est le plus fréquent. Vous pouvez me dire, je ne suis plus en phase avec le groupe, ou avec mon équipe, ou avec mon management. Je me sens l'étroit dans la boîte. Est-ce que je m'y retrouve encore? Bref, vous ne voulez plus vous ne voulez plus servir un objectif qui n'est plus le vôtre finalement. La fameuse phrase, je ne travaille pas pour la gloire. Voilà, les dollars dans les yeux, les dollars dans le cœur, quoi. 4e chose, c'est la frustration silencieuse. Je réfléchis à mes options, je fais le dos rond jusqu'à ce que les petits soient au collège, soit au lycée, soit des adultes. Ou alors encore vous dites, voilà, je suis tenu par le financier, j'ai des crédits. Et certains d'ailleurs me disent, on se crée un train de vie qu'on n'est plus capable d'assumer si on se lance dans autre chose. Il y en a d'autres qui me disent, voilà, je suis un peu comme l'oiseau dans cette cage dorée, mais c'est l'oiseau qui ne chante plus. Et ça devient un no man's land entre l'impasse actuelle et l'avenir bien qui est bouché. 5e chose, c'est l'environnement délétère. Je pense à l'ambiance délétère, à des objectifs inatteignables, ou alors quand on commence à vous considérer plus comme un chiffre dans un tableau Excel que comme un élément important. D'ailleurs, un responsable financier me disait, c'est un tableau Excel vivant qui ne tranche que par les chiffres. Alors, et vous, comment vous sentez-vous? Quand vous me dites je ne me plais plus dans mon entreprise, quand vous vous dites je suis peut-être en délicatesse ou je sens le vent le tourne, attention, l'environnement va avoir des effets sur vous. 6e point, c'est le surinvestissement. Vous bossez 60, 80 heures par semaine. Certains me disent j'ai laissé ma vie de famille, d'autres ça m'a coûté un divorce, c'est triste mais c'est la réalité. Et pourtant d'autres me disent je ne veux pas partir les mains vides. Ou pire, et pardonnez-moi le jargon, je ne veux pas partir une main devant, une main derrière. Alors, faisons une petite comparaison. Alan Kerr, qui est l'auteur du best-seller Easy Way to Stop Smoking, dit quelque chose de provocateur. Il dit la chose suivante. Les fumeurs ont plus de volonté que les non-fumeurs. Pourquoi dit-il ça? Eh bien parce qu'ils continuent à fumer malgré toutes les recommandations. Ils savent que c'est nocif, ils savent que ça leur coûte cher, ils savent que ça abîme leur santé, et pourtant ils continuent.
Ils continuent. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à se justifier et à justifier. Et j'ai remarqué d'ailleurs que c'est exactement la même chose que chez les cadres, qui restent dans une situation qui ne leur convient plus. Dès lors que vous arrivez à expliquer pourquoi vous restez, eh bien vous êtes tombé dans le piège. Les petites cigarettes du salarié, que je dirais. Donc ça peut être les week-ends, les RTT, les belles primes, le bonus, l'intéressement, la participation, les after-work, la voiture de fonction. J'entendais une salariée, cadre de haut niveau dans la grande distribution, qui disait « Oui, moi j'ai mon A6. Super, on en est là. » Et ce sont autant de cigarettes allumées, une petite dose de plaisir, je dirais. Mais le problème de fond persiste. Vous dites à chaque fois, eh bien, je réfléchis à mes options. Et en réalité, vous prolongez la situation. Donc, le message central est le suivant, c'est que les décisions difficiles sont difficiles parce que toutes les décisions faciles ont déjà été prises. Vous avez déjà pris toutes les décisions faciles. De rester, d'encaisser, de faire le dos rond, d'attendre, d'espérer. Les décisions restantes impliquent un coût forcé, c'est sûr. Et surtout, eh bien, rester bloqué est aussi une décision. De ne pas choisir, c'est choisir. Mais une décision par défaut, donc. Donc toute décision difficile implique ce qu'on appelle en anglais un trade-off, un sacrifice. Toute décision importante implique une perte à court terme. Donc on échange d'un côté peut-être le confort actuel contre une amélioration possible. Et négocier son départ implique forcément une perte temporaire de sécurité, de statut, un inconfort, une exposition, peut-être la peur du regard des autres. Mais rester implique une frustration durable, une stagnation, des pertes d'opportunités, perte d'argent, fatigue mentale, physique, psychique, perte progressive de votre confiance aussi. Vous payez déjà un prix finalement. Donc la question est, pour quel bénéfice? Vous payez pour quel bénéfice? Si vous ne décidez pas, la vie décidera pour vous. Alors, la manière la plus courante de rendre une décision facile, c'est laisser la vie la prendre. Oui, peut-être, vous la connaissez cette citation, mais à un moment, ça va être les suivants. Et je vous donne des exemples concrets. Ça va être un licenciement peut-être, pour faute, ou avant ça, un PIP, et Prevalent Plans. On parle de burn-out, de restructuration, vous allez avoir un nouveau manager, peut-être toxique, voilà. Après, moi, je le vois tous les jours, je l'entends, beaucoup de cadres partent après une humiliation, après épuisement, après une restructuration. Et souvent, ils partent trop tard. Ils partent fragilisés ou alors quand ils n'ont plus de pouvoir de négociation. Donc toute progression implique un recul temporaire. En sport, le muscle en fait s'abîme avant de grossir. En investissement, l'argent baisse avant de monter. Le recul fait partie des progrès. Donc partir peut impliquer finalement 3, 6, 9 mois d'incertitude. Un repositionnement, une transition. Mais rester peut impliquer quoi? 5 ans de stagnation peut-être. Donc vous regardez la perte immédiate, mais pas le gain total. Vous pensez peut-être, je vais perdre mon salaire, je vais perdre mon statut, je perds la sécurité, mais vous ignorez le potentiel futur, la reconversion, la liberté, le nouveau poste peut-être mieux payé, l'énergie retrouvée, être aligné avec vos valeurs. Donc vous regardez la baisse temporaire, pas la trajectoire globale. Écrivons le trade A versus le trade B. On peut mettre ça noir sur blanc. L'option 1, l'option A, je reste. Donc ok, vous avez le salaire stable, vous avez la sécurité, vous connaissez votre poste, vous maîtrisez, voilà, la frustration continue peut-être, et peut-être progression latente de cette frustration, et surtout l'énergie qui baisse. L'option B, vous négociez votre départ. Alors oui, il y a un inconfort temporaire, il y a une incertitude, mais il y a une reprise de contrôle. Il y a de nouvelles options aussi qui se dévoilent, qui se mettent en place, et vous allez retrouver une énergie. Celle de sortir et de vous projeter sur autre chose. Donc quand le trade est écrit, la décision devient plus claire. Alors, vouloir tout, c'est n'avoir rien. Si vous voulez la sécurité, la liberté, la progression, le confort, le zéro risque, c'est impossible. Si vous voulez tout, vous n'aurez rien. C'est impossible. Le cycle du cadre, qui reste trop longtemps, est le suivant. C'est on n'essaie pas, on ne prend pas de risque, on n'échoue jamais, on ne réussit jamais non plus. Et on se dit qu'on partira un jour. Je l'ai vu dans ma boîte, quand j'ai quitté le groupe dans lequel j'étais. Le dernier jour, tout le monde m'a dit « Mais t'as bien fait, un jour je le ferai, depuis le temps que j'y pense. » Ils y sont toujours. Et c'est leur choix, c'est pas grave. Mais il y a quelques années, ils nous disaient déjà qu'ils allaient le faire. Donc, il y a aussi ceux qui disent, voilà, on va continuer à regarder un peu les options, je vais faire ci, je vais faire ça. Puis le temps passe. Ou alors, on ne prend aucun risque réel, et donc on ne peut pas échouer. Ok, les années passent, et ensuite, le plus dangereux dans tout ça, c'est quoi? On croit être en transition, alors qu'on est immobile. 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, et un jour, je suis dans l'impasse. On a toujours des bonnes excuses. Et on est dans l'impasse, et c'est un peu comme le joueur de loto qui ne veut pas regarder le tirage tant qu'il n'a pas perdu. Il croit avoir encore une chance. Donc le vrai piège, c'est que le problème n'est pas de rester. Le problème est de rester en croyant
qu'on est sur le point de partir. La réflexion donne l'illusion d'avancer. Mais seule l'action change la situation. L'action mène à la stratégie, et c'est pas l'inverse. Alors, il y a une méthode qui est celle des éliminations des interférences pour avancer. La première étape, c'est de définir l'action bloquée. Ok ? Donc, c'est pas de dire je réfléchis à mon avenir, non, c'est je dois prendre un rendez-vous avec un Rick ou qui sais-je, peu importe. Voilà. Deuxième étape, c'est de lister vos interférences. Il y a vos vacances, le ski, les enfants, les crédits, la fatigue, voilà, ce n'est pas le bon moment. Voilà, vous listez tout. Et troisième étape, vous séparez. Interférence réelle versus interférence mentale. Si une interférence revient depuis 6 à 12 mois, ce n'est plus une contrainte, c'est une excuse stable. Donc le progrès ne vient pas d'ajouter de la motivation, il vient d'enlever ce qui vous empêche de passer à l'action. Alors vous avez reconnu votre douleur, vous avez identifié vos excuses, maintenant on parle décision, on va parler anticipation, on va parler stratégie. À ce stade, vous avez fait deux choses. Vous avez reconnu que la situation vous coûte et vous avez compris que réfléchir peut devenir une procrastination déguisée. Maintenant, on passe au seul sujet qui compte, la décision et l'anticipation. Parce que dans une négociation de départ, le timing ne se subit pas, le timing se provoque. Parce que, première chose, c'est que les négociations ne tombent pas du ciel. Il faut le dire clairement. Les négociations se provoquent dans la plupart des cas. Que ce soit une négociation d'entrée, un repositionnement en interne, un départ, alors les salariés attendent trop souvent que l'entreprise ouvre les négociations comme si ça allait de soi. Ça allait tomber. Et c'est là l'erreur. Dans un départ à l'initiative de l'entreprise, beaucoup de salariés pensent que ils ont intérêt à négocier, donc ils vont me proposer quelque chose. Et je vais pouvoir prendre un gros chèque. Puis ils s'étonnent, mais pourquoi ils ne me proposent rien? Alors ils y vont la fleur au fusil. Et il leur pose la question, est-ce que vous voulez négocier? Et l'entreprise répond à chaque fois, non, aucune négociation n'est possible. C'est un non mécanique, parce que vous n'avez mis en place aucun plan d'action pour mener l'entreprise à la table des négociations. Deuxième chose, c'est que même dans le conflit, on peut rouvrir une fenêtre. Ça, c'est un point important. Parfois, la séparation est déjà conflictuelle, parfois, il y a déjà un contentieux, et malgré ça, oui, il est toujours possible de ramener l'entreprise à la table des négociations. Mais il y a une condition, c'est de comprendre ce qui change la donne. Ce n'est pas l'épaisseur juridique du dossier. Non, c'est l'aspect humain de votre interlocuteur. C'est ça qui va changer la donne. Personne ne prend du plaisir à gérer des conflits. Et celui qui a pris la décision de se séparer de vous, sauf cas particulier bien sûr, n'a pas fait par gaieté de cœur. Cette personne est payée par l'entreprise, oui. Mais elle n'a aucun intérêt à se coltiner un bourbier pendant des mois, voire des années. Donc la vraie question est la suivante. C'est comment aborder votre sujet pour qu'ils acceptent d'entendre et d'entrer dans un processus amiable. Troisième point, c'est la question qu'il faut se poser avant d'agir. Parce qu'avant toute action, posez-vous cette question. Quel est l'intérêt de mon interlocuteur à discuter avec moi? En négociation, on appelle ça des leviers. Et les plus efficaces, ou le plus efficace très souvent, c'est le levier humain. Alors attention, il ne s'agit pas de s'apitoyer, de jouer sur le pathos, il ne s'agit pas de dire « Ah, j'ai des dettes, j'ai besoin d'argent, ou alors je ne me sens pas bien, j'ai envie de partir ». Non, il s'agit de faire comprendre l'impact réel de leurs décisions sur votre vie professionnelle et sur votre vie personnelle, et de manière factuelle, digne, maîtrisée. Une fois que c'est posé proprement, l'entreprise devient beaucoup plus réceptive à une solution qui ne va pas contre ses intérêts et qui vous permet de sortir proprement. Alors les fenêtres d'opportunité, elles existent, mais il faut les créer. Parce qu'à ce stade, vous avez défini vos objectifs personnels, maintenant il faut les réaliser au bon moment. Et ce bon moment, c'est ce qu'on appelle une fenêtre de négociation. Il y a des moments idéaux pour négocier et d'autres où, si vous y allez, vous allez vous prendre un mur. Et la règle est simple. Les fenêtres anticipées sont les plus efficaces. Les fenêtres subies génèrent du conflit. Alors vous allez me demander, oui, pourquoi? Et parce que dans la plupart des cas, un cadre peut anticiper l'évolution de sa situation. Il y a des signes qui ne trompent pas. Je pense changement de leadership, une réorganisation, ce qu'on appelle les hire freeze, on n'embauche pas, ou les pertes de périmètre, une mise à l'écart aussi progressive, des objectifs irréalistes, des signaux RH, bref, des signaux de budget. Voilà. Avec un peu d'attention, vous pouvez être proactif. Et quand vous êtes proactif, vous gardez le contrôle. Et je veux que ça rentre bien dans vos oreilles, dans votre tête, c'est que la négociation ne s'impose pas. On n'arrive pas en disant « je veux négocier ». Non, ça marche pas. Mais ça marche nulle part. C'est comme si vous allez acheter une maison, vous dites pas « je veux t'acheter ta maison, je veux négocier ». Non, si la personne n'est pas vendeur, il n'y aura rien à faire. Donc c'est à vous de créer vos fenêtres de négociation. Et la vérité, c'est que consacrer un peu de temps à analyser l'évolution de votre environnement est souvent plus rentable pour votre carrière que de travailler 2 fois plus. Donc maintenant que vous avez reconnu votre douleur, vous avez identifié la procrastination, vous avez compris le rôle du timing et des fenêtres, la suite, dans une prochaine vidéo, c'est la mise en œuvre. Comment créer votre fenêtre, comment ouvrir le dialogue sans vous faire fermer la porte, si je puis dire, vous voir la porte vous refermer sur le nez, et puis bien sûr comment activer les leviers et comment amener l'entreprise à la table sans demander une rupture frontalement. Donc si ces conseils vous aident à prendre une décision et à avancer, et que vous voulez une stratégie solide pour quitter votre entreprise,
sans démissionner. Prenez un premier rendez-vous sur rupturepro.com. On analysera votre situation en détail et on vous donnera clairement vos options et vos chances de succès. Le lien est bien sûr sous la vidéo, mais attention, vous n'obtenez pas ce que vous voulez de votre carrière ou de votre vie parce que vous voulez trop de choses en même temps. Vous voulez la sécurité et la liberté, le confort et la progression, le zéro risque et l'upside maximal. Donc vous n'êtes pas prêt à faire des compromis, des trade-offs comme je disais, comme disent les Américains. Or, je le répète, toute décision implique un échange. Donc dans chaque choix, il y a un prix et une valeur. La plupart des gens regardent seulement le coût, mais peu regardent le bénéfice potentiel. C'est vraiment important de l'avoir en tête. C'est ça ce qu'on appelle investir. On cherche un bénéfice. Et on ne peut pas tout avoir. Et comme pour une maison idéale, si je reprends la maison, on ne peut pas avoir mer et montagne, isolement et centre-ville, calme absolu et vie animée. Non, certaines combinaisons existent, oui, mais beaucoup exigent un fort renoncement. Et rester dans un no man's land décisionnel, c'est refuser le compromis. Et refuser le compromis, c'est rester bloqué. Et les pires compromis, finalement, sont ceux que l'on fait sans en avoir confiance. Donc la vraie question devient, contre quoi échangez-vous votre temps? Je vous donne un exemple simple. Une paire de chaussures à 400 €. Pour certains, c'est absurde. Pour d'autres, c'est cohérent. Certains vont les garder 6 mois, d'autres vont les garder 4, 10 ans. Le compromis n'est ni bon ni mauvais en soi. Il dépend du contexte et des priorités. Le problème est que le coût est certain. Le bénéfice, lui, eh bien, il est incertain. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Personne n'a de boule de cristal. Je ne suis pas devin, vous non plus. Et c'est pour cela qu'il est si difficile de parier sur soi-même. Et beaucoup imaginent le pire scénario. Eh bien, c'est tout perdre dans cette situation. Alors, dans la réalité, le pire est souvent bien moins dramatique que ce que l'on projette. Notre cerveau est conçu pour repérer les menaces, pas pour maximiser notre épanouissement. Il amplifie les risques, il minimise les opportunités. Et le risque est souvent moins grave que vous ne le pensez. Et la réussite n'apporte jamais un bonheur absolu non plus. La question devient donc, que voulez-vous faire de votre temps? Les personnes les plus récompensées acceptent l'incertitude. Elles acceptent de ne pas tout contrôler. Donc soyez simplement conscient de ce que vous échangez, eh bien votre temps, votre énergie, votre vie personnelle, votre santé, vos rêves, et demandez-vous en face, contre quoi est-ce que je l'échange? Et est-ce que ce que je récupère en échange, finalement, à mes yeux, est un bon trade-off? Et lorsque les autres critiquent vos choix, posez-vous une question simple. Voulez-vous réellement la même vie qu'eux? Les opinions des autres, finalement, ressemblent souvent à des menaces imaginaires. On croit qu'elles vont vous détruire. Puis rien ne se passe. Les plus grands gains viennent de l'inconnu. C'est ce que disent les Américains. Higher risk, higher return. Voilà. Plus grand est le risque, plus grand est le retour sur investissement. Et les humains ont tendance à surestimer les risques et à sous-estimer les opportunités. C'est vrai dans tout. Posez-vous juste cette question. Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas pareil? On a tous tendance à surestimer les risques et à sous-estimer les opportunités. Quand je vois des gens qui viennent me voir en me disant je veux 100 000 € net, et après quand on leur dit ok, il faut passer à l'action, faire ci, faire ça. Ah ouais, mais en fait non, moi je pensais que ça allait tomber tout. Mais non, ça ne tombe pas. 100 000 €, ça ne tombe pas du ciel. Il neige pas, ça ne tombe pas de l'argent, quoi. Donc toute la valeur que vous cherchez se trouve de l'autre côté de deux choses. L'incertitude et le délai. Et ce sont précisément les deux choses que la majorité refuse de payer. Mais c'est souvent moins long et moins effrayant que vous l'imaginez. Il faut simplement faire le premier pas. Tout le monde se demande, et si ça marche pas, et si je me plante, et si... posez-vous aussi la question à l'inverse. Et si ça marche? Et si vous atteignez ce que vous avez en tête? Si cela échoue, votre situation change peu finalement. Quels sont vos risques? Si cela réussit, ça peut tout changer. Mais absolument tout changer. Donc si vous êtes encore là, dans cette situation de « je réfléchis encore à mes options », ne restez pas dans l'abstraction. Prenez une décision, prenez un rendez-vous déjà, ça fera un premier pas concret pour vous. L'action précède la stratégie, et pas l'inverse.